cette conférence, la distinction entre communication facilitée et psychophanie était encore mal établie. La communication facilitée a pour objectif d'améliorer l'autonomie dans l'expression des personnes en situation de handicap qui en ont la possibilité. La psychophanie permet à toutes les personnes privées de parole ainsi qu'aux personnes valides de s'exprimer plus en profondeur. Les textes cités dans cette conférence ont été écrits en psychophanie. Il y a une vingtaine d'années, on m'a amené une petite fille de 3 ans qui tapait sur les murs, qui ne regardait rien et qui n'entendait pas, et dont le comportement m'a vraiment déconcertée. Je n'arrivais pas du tout à adapter les techniques que j'avais jusqu'à présent sur cet enfant, et j'ai appris qu'elle était autiste. Alors autiste, moi ça me faisait penser à la forteresse vide de Bettelheim, et donc je pensais à un enfant qui n'a rien à l'intérieur, et vous verrez que c'est tout le reste. D'autant plus que j'ai été un peu embarquée, quand j'ai commencé à m'occuper d'autistes, dans la mouvance du programme Teach, qui est un programme américain, qui a des qualités certaines, qui permet à l'autiste de s'organiser dans l'espace, dans le temps, etc., de faire des progrès dans la vie quotidienne, mais qui nie toute richesse intérieure de ces enfants, toute émotion et également toute empathie. En fait, il ne juge des capacités, il ne juge les autistes à partir de ce qu'ils peuvent montrer de leurs capacités cognitives, sensorielles ou motrices. Il n'imagine pas toute cette dimension cachée, cette conscience, l'âme, comme vous voulez, dont je peux affirmer maintenant qu'elle existe chez tout être humain, du tout début à la fin de la vie, et même au-delà. Enfin, ça je ne peux pas l'affirmer, hein, mais quelle que soit la sévérité du handicap physique ou mental, et la dégradation du cerveau. À ce niveau-là, les hommes sont tous égaux et le handicap n'existe plus. Il m'a fallu du temps pour avaler tout cela, parce que si on observe les enfants handicapés, on n'a affaire qu'à la carapace, comme ils disent, et à la maladie de l'apparence, comme m'a dit si bien a frappé un trisomique 21. Mais ce que je voudrais au moins ce soir, c'est que quand vous allez rencontrer les personnes handicapées, profondément atteintes, qui semblent être des légumes, ou des comateux, ou des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, etc., vous imaginiez qu'à l'intérieur de toutes ces personnes, la conscience, l'âme est intacte. Si déjà on les regarde différemment, mon combat il est gagné. Donc j'étais à la recherche de tous les moyens de communication qui permettaient de développer un peu la communication chez ces autistes, et c'était très balbutiant. Et j'ai découvert en 1992 un nouveau procédé qui s'appelle la communication facilitée, par l'intermédiaire d'un petit garçon, Jean, qui est parti pour les États-Unis et qui a découvert la méthode qui existait déjà là-bas. Je l'avais testé avant qu'il ne parte là-bas. C'était un petit enfant autiste qui avait 8 ans, quelque chose comme ça, qui avait un niveau mental de quelques mois, ou voire 1 an ou 2. Et quand la mère m'a écrit que son fils tapait à la machine, je me suis insurgée contre les professionnels peu scrupuleux qui osaient faire croire à la mère que l'enfant était capable de taper à la machine. J'étais furieuse, je me souviens de ma réaction. La mère est venue à la charge, pardon. Et puis, au passage à Paris, elle me dit « Venez voir, vous allez voir ce que c'est ». Alors je vais chez elle, elle s'installe sur un canapé avec le gamin, et puis elle lui présente un clavier en carton, avec des lettres écrites dans l'ordre d'un clavier d'ordinateur. Elle lui tient la main, et puis elle lui lit un conte, et elle lui pose des questions sur ce conte. Alors déjà, un conte pour des enfants autistes, pour moi, c'était impensable, puisque ces autistes n'avaient pas d'imagination, point. Voilà ce qu'on décrète dans le programme Teach. Donc, elle pose des questions, et ce gamin semblait répondre, il était calme, il était bien, en français, en anglais, à toutes les questions. La mère me dit alors, vous y croyez? Je dis, vous savez, je n'ai pas beaucoup de moyens de savoir si c'est vous ou si c'est lui qui tapait à la machine, parce que vous lui tenez la main, ça ne se voit pas. Et puis votre gamin, il ne regarde pas, il avait le regard comme ça. Alors, elles font en larmes. Moi, j'ai toujours été touchée par les parents, parce que je trouve qu'ils savent, ils sentent les choses, et les professionnels, ils ont une barrière là qu'il faut franchir.
Alors j'ai essayé avec un gamin qui avait des compétences visuelles bien développées. Et je me disais, il va falloir lui apprendre tous les mots de la terre entière, enfin de la langue française pour qu'il puisse ensuite s'exprimer. Et j'ai commencé laborieusement à lui montrer les lettres majuscules, les lettres minuscules, etc. À lui faire copier des mots, c'était vraiment pénible. Et puis un jour, je lui dis, écoute, je te donne deux mots, le mot ballon, le mot musique. Et tu vas choisir. Si tu écris le mot, si tu copies le mot correspondant, on va faire ce que tu aimes. Et le gamin, je lui prends la main et il écrit carte avec un S au pluriel. Et il prend un petit paquet de cartes. Et là, je me suis dit, mais c'est un mot que nous n'avons jamais appris. Il se passe quelque chose. Et là, j'ai dû faire fondre des résistances en moi. Et j'ai dû lâcher prise, ce qui est quelque chose d'important pour que la communication facilitée marche, puisque c'est basé sur ce lâcher-prise et cette circulation d'inconscient à inconscient que l'on bloque si on cherche à trop vouloir comprendre et démontrer et calculer. Donc, j'ai été très très vite, ça a été stupéfiant, parce que ce garçon qui ne parlait pas du tout s'est mis à faire des phrases. Je souhaite faire une grande fresque de travail avec toi, l'autisme est invalidant, etc., avec des termes. Je me suis dit, mais lui qui savait montrer juste une petite carte avec toilette et puis musique, ont changé de registre complètement. Je me suis dit, mais il comprend cet enfant. Donc j'ai commencé à parler, moi j'ai parlé normalement et ça a changé tout dans notre relation. Je suis donc partie en 1993 en Australie. C'est là qu'ils ont découvert, la communication facilitée a été découverte dans différents pays à la fois, mais en Australie, ils ont mis au point une formation. Donc je suis partie pendant un mois et, disons en simplifiant, j'y ai appris que tous les autistes étaient très intelligents, qu'ils n'avaient aucun déficit cognitif et qu'ils avaient seulement des problèmes neuromoteurs qui les empêchaient de faire le mouvement pour taper à la machine. Là-bas, ils sélectionnent un peu les patients qui sont en âge d'apprendre à lire, parce qu'ils n'imaginent pas qu'on puisse taper à la machine sans savoir lire. Et donc, je suis repartie avec cette impression-là. Et puis à mon retour, j'ai essayé parce que j'étais spécialisée dans l'autisme très rapidement. Quand j'ai eu cette petite fille, quand on sait que vous vous occupez d'autistes, on a tout de suite. Alors là, en 2 mois, j'ai eu une demande absolument considérable et je n'avais plus que des autistes au bout de 6 mois. Puisque j'ai quand même terminé les autres éducations avant de ne pas lâcher non plus. Et puis très vite sont arrivés des très jeunes enfants, des enfants de 2 ans, 3 ans, qui tapaient à la machine. Des polyhandicapés grabataires, les yeux rivés au plafond, avec aucune expression. Des sourds profonds, des non-voyants de naissance, qui ne voyaient pas la différence entre la lumière et le noir. Comment pouvaient-ils avoir appris à lire? Ils tapaient aussi vite, aussi bien que les autres, sans apprentissage. J'ai reçu des traumatisés crâniens, des comateux, des infirmes moteurs cérébraux, des personnes âgées souffrant d'aphasie, c'est-à-dire il leur manque la parole à la suite d'un accident vasculaire cérébral, des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer, etc. On sait qu'ils ont des capacités cognitives diminuées. Mais alors, que se passait-il? Et j'allais de surprise en surprise. Aucun ne regardait le clavier. Aucun apprentissage donc n'était nécessaire. Et ils réussissaient tous depuis que j'avais un certain entraînement. Donc moi je suis passée de 40% de réussite à 100%, je peux dire 100%, ça marche avec tout le monde. Alors bien sûr c'était difficile, c'était il y a 9 ans de ça, 8 ans, je ne sais pas si vous imaginez les critiques, les controverses, les attaques que j'ai pu avoir. Et puis surtout qu'il restait une très grande discordance entre ce que ces personnes étaient capables de taper en communication facilitée et leur comportement qui restait puéril, inadapté, violent. Et Birger Zelin, qui est un autiste allemand, qui a écrit 2 livres remarquables que je vous conseille si vous êtes intéressés, a tapé avec sa mère, il ne parle pas du tout. Je dirige mon moi intérieur sans pouvoir influer sur ma conduite élémentaire. Et j'ai appris qu'au-delà même si la personne est dans la confusion la plus totale, son discours en CF est sensé, ce qui prouve qu'il y a une partie d'elle qui est intacte.
Je sentais bien que la CF, on dit CF en abrégé pour communication facilitée, permettait aux facilités, c'est celui qui exprime les choses, c'est celui qui tape avec son doigt, de se relier à son être profond. Et j'ai compris que ça représentait une passerelle en fait entre le visible et l'invisible, et ça permettait de toucher à ce que l'intelligence et les sens ne peuvent décrypter, et révélant des éléments enfouis dans l'âme. D'ailleurs, il me disait, tu es orpailleur, chercheur d'or. Ou bien, frôler l'âme est facile avec toi, un autiste mutique. Et un traumatisé crânien de 13 ans en phase de réveil de coma, vous franchissez-moi de l'autre côté, j'ai frousse d'avoir envie de vivre. Quel que soit le handicap, c'est d'abord la souffrance qui est exprimée, avec des mots très forts, c'est toujours violent. Pilori, désillusion, j'arpente la mort, je suis pourri. Et un trisomique 21, je veux traverser l'horrible col qui pollue mon visage. Tout ça sont des personnes qui ne parlent pas. Et puis j'ai compris que même s'ils se montraient fuyants ou indifférents, eh bien, ils avaient au fond d'eux un attachement, une affection fabuleuse. Je fais graver mon nom sur une pierre en demandant à être enterré avec toi. C'est un autiste de 35 ans. Mais malheureusement, ce fossé qui existe entre ce qu'ils frappent et leur comportement n'arrive pas à se combler totalement. Il faut aussi l'accepter. Certains progressaient incontestablement en langage, d'autres gardaient un langage ou pauvre ou déviant, voire inexistant. Ils avaient toujours du mal à comprendre les gestes et la parole. Et puis, ils exprimaient cela de la manière suivante: la parole reste coincée et enfouie en moi profondément comme fossile. Ou bien, pour certains autistes qui parlent inconsidérément, sans que le langage soit adapté, ma parole est une débitante falsification de ma pensée. Je ne comprenais pas bien ce qui se passait, mais ce que je pouvais observer, c'est que toutes ces personnes manifestaient une grande attention, qu'ils ne manifestaient pas auparavant, parce que j'avais les mêmes que je continuais à suivre. Et donc j'ai vu un changement énorme dans leur comportement, dans leur concentration, dans le contact qu'ils arrivaient à établir avec l'autre, dans leur recherche de compréhension de l'autre, et puis dans leur calme. Cette impression était corroborée par des textes frappés. Girouette de chance, l'inimaginable se produit, divin raz-de-marée, je thésaurise la vie ici. Nous avons fait une étude avec le docteur Gepner qui a été financée par le ministère de la Santé pour chiffrer l'évolution d'un groupe d'autistes qui pratiquait la communication facilitée comparativement à un groupe témoin qui ne la pratiquait pas. Et les résultats ont été très probants. En général, les handicapés progressent dans les acquisitions, même de la vie courante, dans la conscience de soi, ils communiquent mieux et établissent plus facilement des relations sociales. Et les liens dans les familles changent, le regard des autres change aussi, comme le disait frappé un jeune autiste dont l'éducatrice avait dit qu'il avait fait des progrès en langage. Alors je dis, c'est formidable, tu vois, tu fais des progrès. Et il a tapé « Je ne parle pas plus, mais on m'écoute davantage ». Alors il y avait d'autres éléments qui m'assuraient que je n'inventais pas n'importe quoi, mais ce n'était pas très fréquent, mais ça me faisait du bien. Des informations qui venaient, que je ne connaissais pas au cours de commentaires spontanés. Grange de cas de mort, feu détruit ma vie. Ça, c'était un homme de 35 ans qui avait mis le feu à une grange à l'âge de 10 ans. Il n'en avait jamais parlé. Ou une petite fille polyhandicapée. Avant, j'habitais Beka. Je ne connaissais pas. Beka, c'est un quartier de Jérusalem. Ou une petite fille qui arrive et qui dit « Papa fait de l'escalade ». On me dit « Il est sur le mont Everest ». Ou « Maman boit son café dans un vase de café ». La mère m'a dit « Oui, je prends tous les matins mon café dans un mazagran ». Ce sont des petites choses que je ne peux pas deviner. Vous voyez, donc ça m'a confortée. Une validation aussi d'une petite fille autiste qui arrive en trompe dans mon bureau, qui prend les feutres et commence à les jeter partout. Je l'assois, je la cadre, je lui prends la main parce qu'on peut faire de l'écriture
ou du dessin facilité de la même façon. Donc je pose ma main sur la sienne et elle écrit, alors qu'elle n'avait jamais écrit quoi que ce soit, ni appris une lettre, ni essayé de faire un cercle ou un bâton sur une feuille, elle ne faisait que du gribouillage, écorchure au pied. Je la déchausse, elle saignait sur le pied. Donc, ce sont bien ses propres émotions, ses propres ressentis qu'elle exprimait grâce à ma main. Mais alors, qu'est-ce qui passait par ma main? J'avais entendu dire aussi qu'en Israël, ils avaient fait taper une jeune fille russe sur un clavier hébraïque, une autiste de surcroît. Alors, je me suis dit quand même, il ne faut pas exagérer là. Et puis je suis allée voir, parce que c'était le seul moyen. J'avais vu quelques enfants qui parlaient un peu anglais, mais ils pouvaient toujours, ils étaient en France, ils avaient pu entendre parler la langue, etc. Donc je suis allée là-bas, et c'est vrai que toutes les personnes que j'ai fait taper, dont certaines avaient déjà tapé, mais d'autres pas, ont frappé en donnant des informations que je ne pouvais savoir en français, alors qu'ils ne comprenaient pas ma langue, puisque c'était dans un petit pays où même l'anglais n'était pas compris. J'avais une interprète, une amie interprète, qui me disait, je suis allée dans un foyer de jeunes femmes par exemple, qui tapait des tas de choses sur elle, et en même temps elle disait en hébreu à l'interprète, mais qu'est-ce qu'elle dit la dame? Alors là j'ai pris conscience, et aussi en recevant des sourds profonds, qu'il existait deux niveaux de communication. Il existe un niveau une forme qui passe par le décodage des sons par l'oreille et qui s'adresse au conscient. Et il faut, dans ce cas, la maturité, les organes sensoriels, le cerveau en état de pouvoir les décoder, les analyser. Et cette forme peut être perturbée si la personne est sourde, par exemple, soit parce qu'elle a des troubles qu'on appelle chez les autistes de la neuromodulation sensorielle, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la parole avec un certain retard et il leur faut énormément de temps pour décoder ces sons et leur donner sens, soit encore parce que l'oreille n'est pas mature, quand vous avez un jeune bébé, il n'est pas capable de décoder les sons, ou encore parce que la personne ne parle pas la même langue que vous. Et puis la deuxième forme de compréhension, c'est une compréhension intuitive, une compréhension immédiate, totale et universelle, qui est perçue par l'inconscient. Et à ce niveau, les échanges sont possibles entre tous les individus, et quel que soit leur âge ou leur langue maternelle, et c'est la pensée qui se transmet, ce ne sont pas les mots en fait. Et quand on oralise, quand on parle, la pensée aussi se transmet en même temps. Et ce dont je me suis aperçue assez vite, c'est que même si le message n'est pas perçu sur le mode conscient, eh bien, il est enregistré sur le mode non conscient et la personne va tenir compte de ce qui lui a été transmis. C'est pour ça qu'il faut toujours parler pour s'autoriser, je ne sais pas la première, au bébé, même s'ils n'arrivent pas à décoder les sons, ils comprennent. Bon, ce sont des choses que vous savez tous, et vous m'excuserez si je vous dis des choses que vous savez depuis déjà très longtemps, mais moi je découvre tout ça. Enfin, je découvre, oui et non, parce que mes 4 enfants, je savais bien qu'ils comprenaient dès la clinique et qu'ils me regardaient dans les yeux et qu'il se passait quelque chose, c'était tellement évident. Et il y a des examens qui ont été faits à Port-Royal sur des bébés où on analyse la succion, les réflexes de déglutition, le regard d'un bébé pour voir s'il comprend. Et on arrive à la conclusion que l'enfant commence à comprendre son premier mot à 15 ou 18 mois. Donc c'est bien ces deux niveaux que ça manifeste. Et puis, surtout ce qu'il m'a fallu avaler et qui a été le plus difficile, c'est la réalité de la transmission de pensée. Parce que ça, il ne fallait pas m'en parler. Et j'ai découvert donc que la communication empruntait d'autres canaux sensoriels que ceux que nous connaissons. Il le tapait d'ailleurs. Je vois avec la vue de ton cerveau. Ça, c'était une non-voyante qui n'avait jamais appris le braille. Ou je bois tes mots par la tête. Ça, c'était un sourd profond. Et puis un enfant à qui je demandais pourquoi il avait écrit le mot glycine avec un Y, comment il savait écrire ce mot-là alors qu'on ne lui avait jamais appris. Je ne fais pas de faute, car tu as une bonne orthographe.
Alors j'ai compris que je servais de médiateur à la communication facilitée. Et le cerveau du facilitant, donc celui qui tient la main, semble encoder automatiquement toutes les images mentales, les émotions que lui adresse le facilité. Il y a une petite fille a écrit avec sa mère, une petite fille autiste, « Je sors des idées dans ma tête et tu sers de page d'écriture. » Ou encore, tu as le rôle de traducteur de ma pensée. J'ai eu la confirmation de cette hypothèse lors d'un qui a été bien sûr qualifiée d'extravagante pendant des années, lorsqu'une ébauche d'études a été réalisée par le professeur Affelder de Stuttgart, qui était de passage à Paris. Et je me suis proposée pour expérimenter une séance de communication facilitée. Il nous a branché le facilitant et une personne volontaire de l'assistant des électrodes sur la mastoïde, de manière à ce que ça enregistre davantage l'activité du système limbique, qui est le système notamment des émotions. Donc on enregistrait les émotions. Et qu'est-ce qu'on a pu visualiser sur les écrans? C'est que le facilitant, lorsqu'il tapait, m'envoyait ses émotions. Donc les turbulences passaient de son cerveau au mien, et on voyait dans mon cerveau de très très fortes turbulences, parce que ce que disait la personne, c'était aussi très très fort, très violent, mais je ne ressentais pas ces émotions. Et ça m'a fait comprendre aussi toutes ces émotions que nous avons à l'intérieur de nous, puisqu'on peut les visualiser, sans que nous en soyons conscients. Et puis, ce qui a été très intéressant aussi, c'est qu'on a vu que c'était le cerveau droit du facilité, c'est-à-dire le cerveau de l'imagination, de l'intuition, qui envoyait donc ces émotions à mon cerveau gauche, qui était lui en pleine activité, et qui semblait encoder, donc décoder, encoder, mettre en mots ce message qui était, sous quelle forme, ça je n'en sais rien. Alors malheureusement, je n'ai trouvé aucun neurologue en France, et même en Belgique où je suis allée, après avoir présenté de nombreux dossiers, expliqué, montré la cassette qui avait été enregistrée, qui veuille poursuivre une recherche aussi folle. Alors j'ai eu quelque espoir avec certains qui avaient l'âge de la retraite, je me suis dit, ils sont plus... Mais ils ont aussi abandonné, parce que c'est tellement irrecevable cette communication facilitée, qu'ils ne veulent pas s'engager dans quelque chose qui est aussi controversé. Ça leur fait très peur. Et si moi je me lance là-dedans, c'est que je n'ai rien à perdre, et ça les embête beaucoup aussi, parce que c'est vrai que... que voulez-vous, je traduis ce que je vois, c'est tout. J'ai pas de clinique derrière moi, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on peut contre moi? Donc c'est ça qui empêche, à mon avis, la recherche, parce que certaines personnes seraient très intéressées, mais n'osent pas, vis-à-vis des confrères, se lancer là-dedans. Si vous avez des idées. La communication facilitée permet de faire émerger donc, ces messages qui circulent d'inconscient à inconscient, entre le facilitant et le facilité. Et le facilité peut de temps en temps donner des détails sur la vie privée du facilitant. Alors, un jour, un enfant tape « La tasse de café est-elle bonne ?» Et nos enfants nous avaient offert un percolateur la veille. Bon. Il faut aussi accepter que ce soit réciproque. Hein. Un jour, un enfant m'a dit « Je vais t'interpréter ton rêve. » Un rêve que je faisais à répétition depuis des mois sans en comprendre la signification. Ce rêve a cessé du jour au lendemain. C'est donc qu'il avait touché juste. Mais je ne lui avais pas raconté mon rêve. Hein. Alors il y a certaines particularités dans la langue CF, si on peut dire. Philippe Vallon parle du langage de l'inconscient. C'est un langage qui est très riche en métaphores, qui est souvent violent, avec des termes savants, parfois surannés. Et vous savez, des enfants de 2 ans, ou même des bébés maintenant, puisque je vais taper des bébés, qui utilisent des termes tels que dichotomie, vasodilaté, frauduleux, ourdir, vilipender, etc. De temps en temps, je suis obligée de chercher dans mon dictionnaire pour essayer de... Alors c'est vrai que je me dis aussi, si c'était moi qui inventais ce langage, enfin ça serait de la folie de mettre dans la bouche de tout petits enfants des mots aussi extraordinaires. Ils me disent d'ailleurs qu'ils vont butiner ou piller dans mon grand garage de mots.
Et j'ai une enfant autiste qui hurlait, parce qu'évidemment ça ne guérit pas de l'autisme non plus, ou alors il faudrait peut-être prendre les enfants très tôt, je ne sais pas, il y aurait peut-être un travail préventif à faire, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais une petite fille qui poussait des hurlements, je lui ai dit, écoute, tu me casses les oreilles, qu'est-ce qu'on peut faire pour te faire taire? Et elle tape, tu n'as qu'à me faire une trachéotomie. C'est-à-dire un trou ici qui effectivement empêche de faire vibrer les cordes vocales puisque l'air ne passe plus par la trachée. Alors le mot trachéotomie fait partie de mon vocabulaire d'orthophoniste, si vous voulez. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à cette idée-là pendant que j'écris. Là, je peux vous dire que je suis à chaque fois stupéfaite par ce qui sort. Tous les facilités d'un même facilitant vont utiliser les mêmes mots. Il y a donc un air de parenté entre toutes ces productions écrites. Avec moi, fève signifie un fœtus, par exemple. Alors, la galette des rois, c'est la mère. La grotte de vie, ou l'urne, c'est l'utérus. Il y a plein de mots pour l'utérus, c'est un des mots les plus utilisés. La carie, ou le cratère, c'est le ventre vide après la perte d'un bébé. Le pull de vie, c'est le symbole de l'amour maternel. Ça, c'était un petit garçon qui portait un pull jacquard merveilleux, un enfant qui dit « Oh, comme t'as un beau pull, etc. » Et tape « Ah oui, c'est maman qui l'a tricoté, c'est un pull de vie. » La mère, toute contente, etc. Me dit « Effectivement, j'ai tricoté ce pull. » Et elle a dû le tricoter avec beaucoup d'amour et c'est resté symbole de l'amour. Donc, quand ils utilisent « pull de vie », je sais que ça veut dire l'amour maternel. C'est toujours en rapport avec la première fois où ça a été utilisé par un enfant ou adulte. Alors les frites, j'ai été un peu longue à trouver. Ce sont des chromosomes. Mais si vous regardez un cariotype, c'est vrai que les petits bâtonnets, là, ont la forme de frites. Et les petits démons d'amour, eh bien, ce sont les spermatozoïdes. Alors ça fait un langage un peu curieux. C'est une langue nouvelle qui se crée avec des mots de vie qui se transmettent. D'ailleurs, j'ai déjà plusieurs collègues qui ont lu mon nouveau livre et qui m'ont dit « Ça y est, j'ai plein de billes de clown dans mes productions écrites » ou un des mots qui a été écrit dans le livre, ça y est, c'est diffusé à grande échelle. Ils vont reprendre spécifiquement ces mots-là. C'est quand même étonnant, alors qu'on ne fait pas d'effort pour les mémoriser. Petit à petit, j'ai essayé l'ACF avec des personnes, je ne sais pas si je dois dire dites normales, parce que j'ai commencé par mon mari et mes 4 enfants, et la langue utilisée était exactement la même, métaphorique, empoulée, redondante, agrammaticale. Et ils m'ont exprimé des choses personnelles qui m'ont beaucoup touchée, parce que ce sont des choses dont ils ne me parlaient pas oralement, mais qui les caractérisaient bien. Et j'y allais à pas feutrer parce que je ne voulais pas être trop intrusive dans la vie des miens. Et en fait, il y a une grande confiance qui s'est installée. Bien sûr, il faut une confidentialité totale pour pouvoir faire ça, mais ça a été très positif dans ma famille. Ceci dit, je ne sais pas si je le conseille de le faire, parce que c'est pas évident. Et mon mari, qui était très cartésien, qui nous riait un petit peu de ce que je faisais, un jour m'a raconté un souvenir d'enfance qu'il ne m'avait jamais raconté. Donc là, il savait que c'était la réalité. Donc des médecins, des psychothérapeutes m'ont adressé des enfants normaux, qui faisaient pipi au lit, qui avaient des troubles de l'alimentation, du sommeil, de l'asthme, de l'eczéma, etc. Certains étaient bloqués sur le plan scolaire, d'autres en opposition. Et en quelques séances, ils ont fait des progrès très étonnants. Et ce sont les psys qui m'ont poussé à devenir thérapeute. Je disais, moi, je n'avais pas de formation de thérapeute au départ. Je riais quand je leur disais que je n'étais pas thérapeute, mais je n'ai pas compris pourquoi. Et ils m'ont dit, il faut vous lancer. Alors je dis, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, etc. On va vous aider. Et ils m'ont envoyé des patients qu'ils ont reçus à l'autre bout après qu'ils ont travaillé en communication facilitée, et je pouvais les appeler lorsque j'avais un problème, etc. Donc je me suis lancée pendant plusieurs années de cette manière-là. Et bon, c'est vrai que ça m'a fait apprendre énormément de choses en peu d'années. Je dis en disant que j'étais à l'école de la vie en formation accélérée, mais
Ça a été extraordinaire parce que j'ai reçu des adultes névrosés, donc dépressifs, angoissés, obsessionnels, drogués, anorexiques, boulimiques, etc. Dans des troubles sexuels. Et c'est vrai que je n'ai pas voulu en savoir trop sur chacune des pathologies pour pouvoir recevoir ce qu'il me donnait et peut-être trouver davantage. Alors de temps en temps, je retrouve les mêmes choses, bien sûr, que dans la psychologie classique, mais j'ai l'impression que de temps en temps, on va plus loin. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que la communication facilitée mettait toujours l'inconscient de la personne, parce que cette personne ne savait pas du tout à l'avance ce qu'elle allait taper. Et elle ne peut pas émettre un discours intentionnel. Elle ne peut pas écrire ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut exprimer. Donc on est à un autre plan de conscience. Pendant la frappe, l'attention est dissociée. Il n'y a pas d'état de transe, ou pas besoin de drogue, d'hypnose, etc. La personne peut à la fois tenir un discours avec quelqu'un d'autre et frapper à la machine, tout à fait autre chose. Nous avons expérimenté en stage la frappe en chaîne, c'est-à-dire qu'un facilitant fait taper un facilité qui lui-même fait taper une autre personne, et il n'y a pas d'interférence, hein, on est vraiment sur des plans de conscience différents. Alors quand j'ai commencé à parler, Rosemary Crossley, qui était l'initiatrice de la communication facilitée en Australie, est passée à Paris, nous nous sommes rencontrés, et j'ai commencé à lui parler du travail que je faisais avec des personnes normales. Et elle m'a dit, I'm shocking, ce n'est pas de la communication facilitée, vous devez trouver un autre nom. Donc j'ai choisi le mot psychophanie, du radical grec psyché, l'âme, et phan, mettre au jour, révéler. Là c'est la révélation de l'âme, la révélation de l'être profond. Et l'objectif, ça n'est pas comme en Australie d'apprendre à taper seul, ce qu'il faut aussi, bien entendu, continuer à entraîner, mais ce n'est pas de remplacer la parole consciente, mais c'est d'accéder à un registre émotionnel profond auquel on n'accède pas par la parole. Et le seul fait que les idées soient formulées en mots écrits semble thérapeutique, dans certains cas tout au moins. On a l'impression que c'est ce partage à un niveau inconscient qui est thérapeutique. J'ai une patiente, par exemple, qui me racontait quelque chose que j'avais bien du mal à comprendre. Et puis tout d'un coup, elle écrit « Youpi, vous avez trouvé !» Mais je n'avais aucune idée de ce que j'avais trouvé. Je pense que c'était mon inconscient qui avait compris. Et cela suffisait. J'ai des enfants qui se transforment alors que je n'ai rien compris de leur texte. Donc, il se passe quelque chose là, entre les inconscients, d'extraordinaire. Alors, bien sûr, certains patients reprennent ce texte avec des psychothérapeutes ou des psychanalystes, etc. Ils font un travail d'analyse qui est tout à fait intéressant et qui peut ouvrir encore d'autres portes. Il est vrai que l'évolution des personnes ordinaires est encore plus importante que les personnes handicapées parce que ce sont des difficultés d'ordre psychologique, alors que pour des personnes qui ont des problèmes neurologiques graves ou des anomalies chromosomiques, c'est plus difficile de guérir, de guérir. Ça va? Oui. Alors, parce que je vais plus loin encore, hein, c'était le début, ça. J'ai découvert tout à fait par hasard, il y a bientôt 4 ans, la frappe à distance. C'est-à-dire que, vous voyez, on a un petit organiseur comme ça, malheureusement il n'en existe plus et c'est dramatique en ce moment parce qu'on n'en trouve plus à la FNAC. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire, on reprend les claviers de papier ou l'ordinateur qui est plus difficile, etc. Donc, ça c'est transportable, c'est facile. Et je me suis aperçue, un peu par hasard, il n'était pas nécessaire de tenir la main de mon patient pour pouvoir écrire à sa place. Alors, est-ce que c'est le fait de travailler beaucoup dans ce sens-là qui a développé des connexions entre mes neurones et qui a fait que maintenant je sens sur quelle touche il faut que j'appuie en m'adressant en pensée à mon patient. Et ça c'est plus difficile à expliquer parce que comme tout se passe dans l'inconscient, je n'en ai aucune idée. La seule chose que je vois, c'est ce qui s'écrit et que très fréquemment, il y a des choses qui se valident, hein, et qui font du bien.
J'ai caché jusqu'à l'année dernière ce fait-là, parce que c'était déjà très difficile de faire passer la communication facilitée. J'ai généralement 2 stagiaires qui sont 2 personnes qui viennent voir mon travail, maintenant 1 semaine sur 2 seulement, parce que les personnes normales ne souhaitent pas tellement avoir de spectateurs. Et lorsque j'avais un autiste violent, ou bien un enfant hyperactif qui cavalait partout, ou quelqu'un qui refusait le contact physique, je faisais sortir tout le monde. Et puis, je laissais la personne un peu loin et je tapais pour elle. Et elle se venait se mettre à côté de moi, puis me donnait la main après. Et sortait avec un sourire détendu, calme, etc. Et qu'est-ce que vous lui avez fait? Je pouvais rien dire. C'était pas possible. On m'envoyait des enfants que mes collègues n'arrivaient pas à faire frapper. Et avec moi, ça marchait. Il peut taper 3 ou 4 pages. Donc, il y avait quelque chose là qui m'a gênée longtemps. Et maintenant, je me suis dit, ou bien on explique, on dit la vérité. Je ne me suis résolue à le dire que lorsque d'autres collègues l'ont trouvé également et m'en ont parlé. Parce que je ne voulais pas que ce soit moi qui soit un peu spécial ou qui ait développé des compétences. Je crois que je n'ai développé aucune compétence d'ordre de la clairvoyance ou quelque chose comme ça. Je ne sais absolument pas la pensée de mon patient à l'avance, mais je sais sur quelle touche il faut que j'appuie pour qu'il exprime sa pensée. Quelquefois le mot me vient. D'autres facilitants ont l'idée qui leur vient. Et ça se développe vite quand on fait de la communication facilitée. Mais je pense que les psychanalystes aussi développent un petit peu ces perceptions. J'en ai eu l'occasion de... Le psychanalyste, on a une minorité à reconnaître, parce que le problème c'est qu'ils savent la même chose, ils ne savent pas l'expliquer. La télépathie maintenant est grosso modo reconnue, mais ils ne savent pas quoi en faire. Ben, c'est comme moi. On comprend mieux, si vous voulez, avec ce transfert d'informations, comment un bébé qui n'est pas en âge de parler puisse exprimer. Dans la religion juive, on dit que le bébé sait tout dans le ventre de sa mère et qu'à la naissance, il y a un ange, je crois, qui vient effacer tout ce savoir et il doit réapprendre tout ensuite. Et en fait, c'est vrai qu'il doit réapprendre tout, mais sur le mode conscient. Et cet enfant est en relation télépathique inconsciente avec sa mère et tout l'univers, mais nous le restons tous. C'est-à-dire qu'en communication facilitée, ça y est, on est rebranché sur l'univers. Et il existe donc en CF un partage de savoir qui fait que chacun sait ce que l'autre sait. Et de ce fait, le facilité peut donner son avis sur des sujets qu'il ne connaît pas, mais que le facilitant connaît. Donc il va pouvoir discuter politique, religion, philosophie ou mathématiques avec un facilitant qui a ses compétences, quel que soit son âge. C'est pour ça qu'il m'est extrêmement difficile quand des parents me disent, des parents d'enfants handicapés, qu'est-ce que je dois lui faire faire comme programme scolaire? Je n'en ai aucune idée, parce que si on peut lui faire faire une dissertation de philo, aussi bien que si le facilitant a ses connaissances. C'est la même chose que quand cet enfant écrivait écorchure au pied, si je n'avais pas su écrire, elle n'aurait pas pu utiliser ma façon d'écrire. Vous voyez, donc on utilise le facilitant. Ce qui fait que dans ce cas, on n'est jamais tout à fait sûr de ce que c'est la personne handicapée. Et j'ai quand même un garçon autiste sévère, qui a été refusé de toutes les classes intégrées, etc., et qui est trop bas niveau. Il est maintenant maîtrise de sciences physiques à la fac de Limoges, où il suit tous les cours, il passe les examens, sous forme de QCM, parce que c'est trop long d'écrire toutes les réponses, il fait tous les calculs de tête. Et en fait, ce que j'ai dit à la maman, c'est que ces examens seraient validés lorsque ce serait une personne qui ne connaît pas les réponses ni la matière, qui lui tiendrait la main. Et elle s'y est mise, elle-même, et sa fille aussi, qui n'avait pas les compétences à un niveau scientifique. Et il a des 14 et des 16 aux examens. Alors ce garçon reste toujours dans la vie de tous les jours très balourd, très incapable de faire quoi que ce soit. Il se précipite sur la nourriture, il se mord le dos de la main, mais il a cette gratification d'apprendre, d'être reconnu, donc c'est fabuleux. Et mes patients parlent tous beaucoup de ce qui gravite autour de la naissance. Alors, est-ce que j'ai, comme dit Willy et Barral, ouvert des orifices, des canaux
concernant tout ce qui concerne la naissance et les bébés et les fœtus, mais ça s'engouffre quelquefois un petit peu, beaucoup à mon goût, mais j'accepte aussi ça parce que je n'ai pas le moyen d'agir. Et beaucoup me parlent de la transmission affective, de la déprime de leur mère, de la façon dont ils ont été désirés, conçus, acceptés ou rejetés, des relations qu'ils ont établies avec un père, une mère, un frère, du décès d'un proche qu'ils avaient soigneusement refoulé pour éviter de souffrir, d'un bébé perdu avant la naissance, d'un jumeau mort. Et l'utérus semble garder la mémoire cellulaire de la mort d'un fœtus et de nombreux troubles sont liés à l'identification d'un bébé mort, sautant parfois des générations. Ils me disent qu'ils enfilent un gilet de mort. Et le fait d'avoir perdu un jumeau, ce que je trouve très fréquent aussi, leur fait éprouver un manque de confiance dans la vie qui est inexpliqué, ou bien un non-désir de vivre, un sentiment de culpabilité, de vivre alors que l'autre n'a pas vécu. Et en pensant à ces enfants, en frappant, ils les réhabilitent, ils les font vivre et ils me disent « Je détourne la sève du bébé mort sur moi et il va m'inoculer sa force. » Ça apporte un grand apaisement de faire ce travail-là. Voilà ce que je peux constater. Tout est engrammé dans la mémoire et mes patients évoquent des faits qui se sont passés aux générations précédentes. Parfois même des non-dits qui ont pu engendrer un malaise. Alors la difficulté, si vous voulez, c'est lorsqu'il n'est pas possible de valider ces informations. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement prudent aussi de ne pas créer une fausse mémoire récupérée, vous voyez, chez le patient. En affirmant que ce qui est écrit est vrai, parce que de toute façon, on sait bien que la personne ne va pas le vérifier puisqu'elle n'a pas les moyens de le faire. Donc ça, je dirais, c'est un danger. Puis parce que les personnes qui viennent consulter sont d'une crédibilité, vous ne pouvez pas savoir, elles sont prêtes à tout avaler. Et c'est à moi de dire attention, attention, le fantasme peut s'exprimer autant que la réalité. Si vous avez la validation, tant mieux, on est sûr. Mais si vous ne l'avez pas, dites, c'est probable, il est possible que, mais je ne peux pas l'affirmer. Un petit bébé de 10 mois ou 11 mois m'a été amené par sa maman parce qu'il hurlait. Il se réveillait depuis le jour de sa naissance, à 3 h du matin, et il hurlait tout le reste de la nuit. Et on ne trouvait pas pourquoi il pleurait. Et il me dit, c'est l'enfer, je ne sais pas ce que je vais devenir, je vais jeter par la fenêtre, faire quelque chose. Et ce petit enfant frappe, mort de vacarme c'est la vie intra-utérine, dans le ventre. Mourir est frayeur. Je dis, la mère, il a peur de mourir dans le ventre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez perdu un enfant? Pas du tout. Il dit peut-être qu'il parle d'un frère à moi qui est mort-né 2 ans avant ma propre naissance. Je lui dis, vous savez à quelle heure est né cet enfant? Mort-né, cet enfant mort? Il dit, je ne sais pas du tout. Vous savez, nos parents, téléphonez-leur. Elle téléphone à ses parents, 3 h du matin. Et l'enfant s'était identifié à ce bébé mort. Tout est tombé. Et on me dit, mais comment il peut le savoir? Je ne lui ai jamais dit. Ben oui, c'est bien là le problème, c'est que tout se transmet, qu'on le veuille ou pas. Donc il vaut mieux en prendre conscience plutôt. Et puis Françoise Docteau disait parler vrai, mais je crois que c'est indispensable de dire les choses, parce que sinon il y a toujours une cacophonie, comme ils disent, entre le conscient et l'inconscient, et donc on se sent mal à l'aise et ça peut produire des troubles psychosomatiques, voire vraisemblablement des maladies. Alors ce gamin, on lui a bien expliqué que c'était un oncle à lui, les rapports, les liens de parenté, etc. Et il a frappé goal, c'est-à-dire le but, d'être, je suis désolée de ce langage, mais je n'y peux rien, je voudrais bien qu'il soit un petit peu plus correct, mais bon, d'être vivant et non, d'être fils vivant et non frère mort. Et écrit en CC. C'est ça qui est important. Et mes patients pardonnent à leurs parents décédés, leur inconscient les mène vers la réconciliation et l'amour, jamais vers la violence ou la rupture. Il y a des possibilités de reprogrammation au-delà des capacités de résilience qui sont extraordinaires. On reprogramme en quelque sorte un vécu affectif. Voilà ce que frappe un homme. Je ravorte, c'est-à-dire je rentre de nouveau dans le ventre de ma mère, dans le ventre de maman pour être aimé
et je deviens son fils voulu pour exister. Comme s'il reprogrammait pour lui le désir que sa mère n'avait pas eu de lui et qu'il pouvait enfin être désiré de sa mère. Et ce poids des mots a quelque chose d'extraordinaire. Et j'attends toujours cette phase de réparation, de réconciliation, de reconstruction dans le cours d'une séance qui vient plus ou moins vite. Il y a une patiente qui arrive, je ne la connaissais pas, et je lui prends la main et elle tape « service rendu ». Alors c'est plein d'humour en même temps, c'est vrai qu'on rit beaucoup et il s'était passé quelque chose, certainement, ça, je suis certaine qu'il s'est passé quelque chose, quoi, je ne sais pas, bon, on a quand même continué la séance, mais c'est pour vous dire la rapidité avec laquelle il y a quelque chose de fondamental qui se passe. Il y a aussi des patients qui me disent « Ne lisez pas ce que je vais écrire ». Donc l'inconscient est intentionnel. Et ça m'a beaucoup rassurée quand j'ai pu taper les miens, parce qu'un de mes enfants m'a tout de suite dit « Tralala, je te dirai tout ce que je voudrais ». Enfin, il a frappé ça. Et donc, heureusement qu'il y a cette barrière et que l'inconscient sait gérer cela aussi. Ce n'est pas un viol de la personne humaine. C'est chacun qui livre au moment où il le souhaite, où il en a envie. Et puis bon, mon attitude n'est absolument pas de savoir des choses sur les uns ou sur les autres. Je ne le fais pas du tout dans un esprit de curiosité pour avoir des informations. Ça serait impossible. C'est peut-être la seule chose que j'apprends aux stagiaires que je forme, puisque j'ai créé en 87 un organisme de formation qui s'appelle l'EPCA, et j'intègre donc maintenant la communication facilitée dans cette formation. Je crois que la seule chose que je puisse faire, c'est donner une éthique rigoureuse à cela, parce que pour elle aussi, on peut imaginer des débordements si on ne sait pas tous les phénomènes d'influence et tout ce qu'on pourrait inculquer comme fausse mémoire récupérée, etc. Les productions écrites en psychophanie sont un produit fini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une symbolique générale pour interpréter des lapsus ou des actes manqués, des rêves. C'est servi sur un plateau avec des mots. Et dès que je me trompe, j'ai le droit de gentils sobriquets comme gourde, sourde, nulle, buse ou patate, ou encore fille de nullité. Depuis une quinzaine de jours, je suis déjà gâteuse. Alors, quand il trouve que je ne vais pas assez vite, il tape « la cure est molle ». Ils sont très gênés de dire ça, mais bon, c'est aussi je ne sais pas si c'est un subterfuge de l'inconscient. Et il y a une collègue qui me dit « Ah bah oui, tiens, c'est drôle, parce que moi, ils m'appellent tous nouilles ». Et je m'attendais à voir le mot nouille, je me suis dit, ils vont se jeter là-dessus, jamais ils ne m'ont traité de nouille. Si le facilitant cherche à faire barrage, parce qu'il a peur d'être deviné, par exemple, en faisant le vide en lui, eh bien, il ne s'écrit plus rien de cohérent. Ouvre ta tête, ils disent à ce moment-là. Et le facilité est en lien direct avec tout ce que vit et ressent inconsciemment son partenaire de communication. Il le prend pour référence. Je me souviens d'un enfant qui disait je trouve que mon père devrait réagir comme ton mari le fait avec ses enfants à tel sujet. Bon, mais j'ai jamais expliqué, ni même dit que j'avais un mari, ni des enfants, ni quoi que ce soit. Mais c'était d'une justesse absolument ahurissante. Il avait vraiment tapé dans le milieu. Et puis les patients vont profiter du travail thérapeutique des autres. Rituel de se réconcilier avec sa mère chez toi, je veux le faire aussi. Et l'avancée des uns permet aux autres de progresser. Cure de fondre dans ton histoire. Ils vont accéder à une mémoire inconsciente collective. Ils appellent ça ma famille de vie. Les uns peuvent agir sur les autres et ils vont m'offrir leur mort pour aider les autres. Ou bien mes billes de clown sur les enfants handicapés veulent aider les enfants dorés ou décorés, que sont les enfants normaux, et réciproquement. Le problème, c'est qu'à ce stade de dépendance symbiotique réciproque, on ne sait pas toujours ce qui appartient aux facilitants et aux facilités. Et les frontières du moi sont peu distinctes, et c'est ce qui fait à la fois la grande difficulté, mais aussi la grande richesse de la communication facilitée. Parce que je crois que l'interaction, s'il y a une interaction thérapeutique, on me dit comment vous avez la pêche après avoir reçu toute la journée des patients dans un tel état, etc. Mais je suis sûre que je reçois autant que je donne. Et on ne peut pas éviter cette interaction inconsciente et les phénomènes de suggestion qui en découlent. Donc il faut en être averti. Ce n'est pas un sérum de vérité.
tout ce qui est tapé n'est pas vrai. On ne peut pas répondre à des questions factuelles, des demandes d'informations factuelles et concrètes comme des dates ou des noms. Je m'enfonce dans ce monde fascinant où vraiment nous sommes tous reliés les uns aux autres. J'ai acquis la certitude aussi que la pensée profonde arrive à son destinataire. Les liens, la psychophanie semble activer ces liens invisibles où bien sûr le temps et l'espace ne comptent plus. Juste un mot sur les autistes aussi qui m'ont appris ou conforté dans l'idée que la mort n'existait pas. Alors ça, je le raconte pour Olivier parce qu'il aime beaucoup l'histoire de Pierre. Si c'est trop long, vous me dites. Allez-y. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, on peut... Pierre, encore une petite histoire. Une petite histoire. Alors, Pierre était un autiste dit de haut niveau, c'est-à-dire qu'il parlait, et il s'était même marié pendant 8 ans, et je l'avais vu par hasard par une psychothérapeute qui savait que je m'intéressais à l'autisme. Et nous avions beaucoup discuté, je lui trouvais des idées. Il me disait qu'il avait appris tout le code de la route dans la tête de sa mère. Il me disait, c'est pas de l'autisme, ça, c'est quoi? C'est de la schizophrénie, ou je sais pas. Enfin bref, il était bizarre. Et puis, un jour, je suis dans mon bureau et un petit autiste, il était venu assister à plusieurs rééducations et je lui disais, voilà, il faut installer le matériel, vous donner un domino, etc., un cube, main gauche, etc. Je lui disais, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, Anne-Marguerite. Alors, je dis, apprenez-moi. Alors, il venait près de la personne autiste, il lui prenait les mains, il regardait dans les yeux, et puis il attendait. Et puis moi j'attendais aussi, et je trouvais que c'était pas très efficace, mais ils étaient apaisés ces enfants-là, incontestablement, il passait plein de choses entre eux. Et un jour, un jeune enfant autiste tape, va chercher s'il n'y a pas un autre homme chez toi. Alors je me suis dit, est-ce que tu as vu un de mes grands-enfants qui passait? Non, c'était pas l'heure, etc. J'ai conclu qu'il avait fait un transfert, qui se prenait pour mon homme. Le lendemain, coup de téléphone de Pierre, qui était en Bretagne, avec qui je n'avais pas eu de contact depuis quelque temps. Et il me dit, vous savez, Anne-Marguerite, j'étais dans votre bureau hier, et puis j'ai vu, vous savez, ce petit enfant qui me ressemblait tellement quand je l'avais vu. C'était cet enfant-là, je me rappelle bien, il ne se rappelle plus son prénom, mais... Donc, à distance, il avait repéré ce gamin. Et alors, il a voulu aider ses petits frères autistes. C'était sa volonté depuis toujours. Et à distance, il envoyait des messages à mes patients autistes. Et un jour, il me dit, oh, j'ai vu mon enfant qui avait mal au bras. Je regarde l'heure, parce qu'il notait, etc. C'était une enfant qui portait des manchons parce qu'elle s'arrachait les cheveux et il fallait donc qu'elle ait les bras raides. Et elle avait fait une crise d'angoisse très violente ce jour-là. Et il se trouve que ce garçon est mort, il est passé sous un camion. Et je n'ai rien dit à personne. Et le lendemain, voilà ce que les enfants m'ont dit. Pourquoi dis-tu qu'il est mort? Je ne vais pas parler de Pierre ni de quoi que ce soit. Tout garde sa vie ici. Pourquoi tuer l'homme qui est vivant? Il ne mourra jamais. Il palabrera avec nous toujours. Fou d'obliger un homme à forcer d'être mort quand il est vivant. Moi, je sais qu'il est là. Je sens qu'il est fait de vie, d'amour. Tout l'amour est resté. Il est parti pour revenir avec nous. Il est toujours fait d'utilité pour nous. Vois lui, libère-moi de la peur et du malheur de vivre. Pierre va doucement m'aider à vivre. Il va rester avec nous. Fais-lui faire du travail pour nous. Âme folle d'être vivante. Douceur d'être bordée de bonheur. Je sais qu'il va dire aux autres de vivre pour nous. C'est assez sidérant quand même de voir ce qui se passe. Comment ça vous est tombé? Oh là. Bernard. Je ne saurais pas répondre. Le moment, l'instant. Je n'ai pas encore trouvé. Willy Barral m'a dit que ça pouvait encore se trouver dans l'avenir. Peut-être qu'on comprendra plus tard. Alain.
Alain, oui, j'aimerais. Qu'est-ce qui se passe dans votre main? Enfin, qu'est-ce que vous ressentez? Alors au début, je me fiais beaucoup à l'impulsion que je ressentais au mouvement qui me guidait vers les touches. C'était mon patient, c'est le mouvement qui faisait que le doigt allait de touche en touche et formait des mots. Et petit à petit, je me suis fiée à cette sorte d'intuition qui fait que je sais sur quelle touche il faut que j'appuie. C'est tout ce que je peux expliquer. Est-ce que vous avez une préparation mentale particulière en dehors de lâcher prise? Non, puis même ce lâcher prise, il se fait naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune préparation. Je prends la main et hop, ça part. Et je m'excuse, dernière question, vous utilisez des organisers. Qu'est-ce qui est si difficile avec les claviers d'ordinateur? Bon, c'est que le clavier est plus grand, tout simplement. Donc le mouvement est plus ample, et la frappe est moins rapide. Mais ça peut s'utiliser, bien sûr. Mais ça peut s'emporter partout dans un sac à main, n'importe où, donc c'est plus maniable. Mais sinon, c'est la même chose. Une question concrète aussi, vous utilisez toujours le même clavier? Non. Ou est-ce que vous avez fait des essais avec des claviers? On peut faire avec n'importe quel clavier, simplement il faut que le facilitant connaisse le mieux possible son clavier. Plus il connaît son clavier, plus la frappe est rapide. Ce qui montre bien qu'il anticipe le message. Il y a des facilitants qui arrivent à ça sans passer par vous. Oui. Ah oui, oui. Il y a des gens qui font la même chose que vous. Ah oui. Et avant vous. Et j'ai fait. Non, pas avant. Pas avant. Avant elle, avant Vous avez elle. connaissance de gens qui ont fait des expériences similaires à la vôtre avant vous. Pas avec les personnes normales. Avec les personnes handicapées, oui. Mais si vous voulez, en Australie, ils nient tous ces phénomènes parce que ça dérange trop. Hein, donc ils préfèrent prendre des vidéos où l'on voit bien l'enfant qui regarde, parce que de temps en temps il regarde aussi, et cacher tous ces aspects qui sont délicats. Est-ce que c'est lié à vous? Non, ça n'est pas lié à moi. Parce que justement, c'est tout ce qui se passe dans l'inconscient qu'il faut mettre en lumière pour éviter... Comment savoir si ce n'est pas votre inconscient qui parle à la Ben, place? Voilà. De temps en C'est ça. temps, je ne sais pas. Hein, voilà. Il y a certainement quelque chose qui se passe entre les deux. Ouais. Il y a certainement un peu de moi, de projection inconsciente. Je reconnais de temps en temps pas. Mais quand une personne dit ce que je pense, je vais prendre de la distance par rapport à ça. Mais ça, c'est vrai, j'imagine, dans toute thérapie et par la parole. Certainement. Donc c'est vrai qu'il faut se connaître un peu pour pouvoir faire le tri, mais on ne sait pas toujours. Par exemple, le petit garçon qui avait les oreilles décollées, là, vous avez vu, qui était mon cœur, je ne sais trop quoi, il arrive, et je me souviens très bien, quand il est entré dans la pièce, j'ai pensé, oh là là, il a les oreilles décollées. Il arrive et qu'est-ce qu'il tape? J'ai les oreilles décollées. Alors là, je me suis dit, c'est moi qui influe. Là, je dis, tu sais, ils disent des petites opérations, tu t'inquiètes pas, ça se répare très bien. Ah, le père me dit, ne m'en parlez pas, on est tous passés à la maison et le frère, demain, se fait opérer des oreilles. Alors, qui a influencé? Est-ce que c'était réellement un problème familial ou est-ce que c'était moi? Je ne le saurais jamais. Ça n'a pas une importance capitale. Mais pour d'autres choses, quand il y a des accusations, par exemple, portées sur un éducateur ou une personne, etc., là, ça peut devenir grave. Donc, prendre avec distance, on ne sait pas. Et quand il y a une information dont on n'est pas sûr, je demande aux facilitants de vérifier auprès d'autres facilitants qui ne sont pas informés de la situation.